Bienvenue dans Team Up, le podcast comics qui réunit les plus grands lecteurs de la Terre. À chaque émission, nous nous donnons la mission d'analyser une œuvre majeure du 9e art américain et vous donner envie, novices comme experts, de la lire ou la redécouvrir. Je suis Ultimate Beaumasque et pour ce nouvel épisode, nous allons plonger 20 ans en arrière pour vous parler d'une œuvre qui résume parfaitement son époque, The Ultimate saison 1 de Mark Millar et Bryan Hitch. Et pour vous en parler, je suis accompagné d'Ultimate Léo de la chaîne Central Cast. Salut, très content de faire ma première sur un comics que j'aime pas, ça fait plaisir. C'est ton bizutage, on va dire. C'est ça. Salutations aussi à Ultimate Wolf. Bonsoir tout le monde. Et il est aussi grincheux que la version originale, Ultimate Chris. Salut Beaumasque, salut tout le monde. Mais avant, il faut répondre à la question que vous vous posez tous. Qu'est-ce que ça raconte, The Ultimates ? 2002, nouveau millénaire, nouvelles règles. Face au terrorisme et à l'apparition exponentielle de mutants, le gouvernement Bush demande au général Nick Fury, directeur du SHIELD, de lancer le projet Ultimates, une équipe de surhumains au service des États-Unis composée de Captain America, Iron Man, Thor, la Guêpe, Giant Man et Hulk. De fortes personnalités qui vont très vite amener le grand public et les lecteurs à se poser une question. Avions-nous réellement besoin de dépenser des milliards dans une équipe qui a pour seul ennemi ses propres membres ? Ça, il est bon quand même. Quelle voix. Alors Léo, il me semble que contrairement à nous, t'as pas vécu l'âge d'or de l'univers Ultimate. Tout à fait. Donc, tu es la meilleure personne pour répondre à cette question. C'est quoi l'univers Ultimate ? Alors, qu'est-ce que c'est l'univers Ultimate ? La fin des années 90, en gros, c'est un peu la merde chez Marvel. Globalement, les années 90, c'est une des pires décennies de leur histoire. Ce serait trop long de tout raconter en détail, mais on pourrait parler de plein de choses. L'offre de comics qui était devenue beaucoup trop importante par rapport à la demande. L'explosion de la bulle spéculative qui entourait le marché du comics au début des années 90 et qui a complètement explosé donc. Et surtout, un des problèmes de Marvel à l'époque, c'est qu'ils n'arrivent pas à renouveler leur lectorat. Une des causes de ça, c'est que la plupart de leurs séries de super-héros sont en perpétuelle continuité depuis très longtemps, des fois depuis les années 60. Ce qui fait que, évidemment, même s'ils ont eu des lecteurs assidus, ils sont peut-être passés à autre chose entre-temps. Et les potentiels nouveaux lecteurs, ils sont forcément un peu découragés en voyant les décennies de continuité qu'ils pensent obligatoires de rattraper. À ce moment-là, Marvel va créer un nouveau label, le label Ultimate. C'est une appellation qui devait être associée à de nouvelles séries qui avaient pour but donc de re-raconter les origines de certains héros Marvel de façon plus moderne et adaptée à un nouveau public donc. Pour lancer ce nouveau label, l'éditeur Joe Quesada va faire appel à Brian Michael Bendis, un scénariste qui va co-créer la toute première série estampillée Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man, à l'époque, ça a été un énorme succès critique, mais surtout commercial, à tel point que ça a ouvert la voie à d'autres séries, notamment Ultimate X-Men, qui est sorti quelques mois après. Ou l'année d'après, je sais plus exactement. C'est Spider-Man, c'est septembre 2000 et Ultimate X-Men décembre 2000. Bon, parfait. Donc effectivement, ça a été très très proche. À l'époque, cependant, il n'y a pas forcément de notion d'univers Ultimate, puisque au début, à ma connaissance, il n'y avait pas vraiment d'interaction entre les personnages de Ultimate X-Men et de Ultimate Spider-Man. De mémoire, c'est environ en 2002 que les héros commencent à interagir entre eux et qui vont donc cimenter l'univers Ultimate comme un univers à part entière, justement. Et c'est cette même année donc que commencera à être publiée ce qui est sûrement la série la plus importante de cet univers, The Ultimates. Une série à l'ambition importante, puisqu'elle a pour but, entre autres, de remettre la lumière sur les Avengers, qui faisaient plus beaucoup parler d'eux à l'époque. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont nommé la série The Ultimate et pas Ultimate Avengers, et l'introduction de cette équipe des Avengers, elle fait aussi évidemment écho à une Amérique en quête de résilience et de sécurité au lendemain du 11 septembre et alors que leur situation politique est extrêmement tendue. Une série de comics très ambitieuse donc, qui fut confiée au scénariste Mark Millar et au dessinateur Bryan Hitch, que je vais laisser Beaumasque vous présenter parce qu'il me semble que c'est lui qui se charge de ça. Tout à fait, il a bien fait ses devoirs. Mais avant, petite anecdote, notez que les 4 Fantastiques ont été créés pourtant par Stan Lee et Jack Kirby avant les X-Men, avant Spider-Man et les Avengers, et pourtant dans l'univers Ultimate, ce sont les derniers du lot à avoir eu leur série en 2004 par Bendis et Millar. Ouais, tout à fait. Bon, alors les auteurs Mark Millar et Bryan Hitch, je vais faire court parce qu'en fait ils sont très célèbres et on risque de les représenter à l'avenir. Surtout Mark Millar, le scénariste, né en 1969 à Coatbridge en Écosse, comme Picsou, et c'est l'un des auteurs de comics les plus célèbres au monde, un de ceux qu'on peut qualifier je pense de superstar, car s'il est loin d'être un excellent scénariste, il est le meilleur de sa partie quand il est question d'écrire un blockbuster avec un pitch alléchant. Alors sa formule elle est simple,
Il va réinventer à chaque fois un personnage connu ou un concept en le prenant un peu à contre-pied, par exemple Superman Red Son, qui imagine un monde où Superman a été élevé en URSS. Ainsi, grâce à ses idées provocatrices et le coup de pouce de son bon pote Grant Morrison, Millar, il va vite taper dans l'œil de Marvel, DC et Image Comics et ainsi enchaîner les classiques dans les années 2000. Et, question pour un champion, je suis sûr que vous pouvez me citer 5 de ces titres. Kick-Ass. Ok, Kick-Ass. Moi, j'ai découvert qu'il avait écrit des épisodes du comic book Sonic le Hérisson. Et je trouve ça très drôle. Voilà. Le contre-pied. C'est pas vraiment le titre auquel je pensais, mais allez, banco, Sonic le Hérisson. Il a écrit Marvel Knights Spider-Man aussi. Ok, 3. Une partie du moins. Old Man Logan. Voilà, 4, un titre un peu plus connu. Kingsman. Kingsman, voilà. On a nos 5, on aurait pu citer aussi Civil War, Oui, c'est vrai. Wanted par exemple, et Ultimate X-Men aussi qui l'a scénarisé, et plein d'autres petits trucs, Ultimate Avengers, beaucoup de Ultimate. C'est vraiment avec The Ultimates qu'il va décoller et devenir indépendant de Marvel et DC en fondant chez Image Comics son Millar World, qu'il vendra d'ailleurs quelques années plus tard à Netflix, où il collabora avec les plus grands artistes du comic book, qui l'apprécient pour la grande liberté créative qu'il leur accorde, ou bien parce que ils savent que le scénario est souvent pourri, mais qu'il y a une chance de toucher un gros billet si, à l'instar de Kingsman ou Kick-Ass, le comics finit par être adapté au ciné. Une info que n'avait pas son compère de l'époque, le dessinateur Brian Hitch. Alors le pauvre est né en 1970 en Angleterre, et être britannique, c'est pas le seul point commun qu'il a avec Millar. Tous les deux ont explosé sur la série The Authority dans les années 90, et lui aussi a cet amour du cinéma. C'est quelque chose qu'il transpire dans ses dessins, dans son découpage, ce qui lui demande une certaine rigueur qui en fait un artiste assez lent, qui prend beaucoup de retard dans ses séries, preuve en est The Ultimates, qui compte 13 épisodes en tout, mais qui a été publié sur 2 années. Alors le premier arc, qui compte 6 épisodes, de mars à août 2002, puis de décembre 2002 à avril 2004 pour le 7e jusqu'au 13e épisode. Et là aussi, question pour un champion, est-ce que vous êtes capable de me citer, pas 5, mais on va dire 3 séries du monsieur ? Sa Justice League en tant que scénariste. En tant que scénariste et dessinateur, parce qu'il a dessiné pour Mark Waid dans les années 90, et effectivement, il a été scénariste vers 2015. Ah, j'ai rien du tout, moi je voulais jouer entre vous parce que... Le nouvel univers Ultimate. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Ultimate Invasion, et Chris, vas-y, un petit titre... J'avoue qu'à part The Authority, j'ai rien en tête du tout là, tu vois. Je suis incapable de te sortir un truc à froid. Les 4 Fantastiques de Hickman, non ? Oui, j'y avais pas pensé. C'est pas 2 milliards, justement ? Ah, c'est peut-être Millar, oui, ou Hickman, je sais plus. Et effectivement, c'était Hitch, tu vois, je l'avais même pas noté dans mes notes. Je m'étais noté, moi, Batman Graves, qu'il a fait avec Warren Ellis il y a quelques années. Oui. Sensationnel She-Hulk, et par exemple Stormwatch, et sa série solo America's Got Powers. Ah oui, c'est vrai. Et puis t'as sa nouvelle série qu'il fait chez Geoff Jones. Oui, Red Coat, je crois que ça s'appelle. Ouais, Redcoat. Bref, 2 auteurs plutôt connus dont on vous reparlera forcément dans cette émission. Et avant d'attaquer ce titre, sachez que vous pouvez retrouver The Ultimate facilement en librairie. Alors si vous avez de la chance, dans l'ancienne édition Icons, sinon vous avez 2 options plus récentes qui s'offrent à vous. Tout d'abord, l'Omnibus qui regroupe les 2 saisons pour 70€, un bon gros volume que va forcément vous recommander Léo qui adore ce format. J'adore. Omnibus plus Ultimate, là vraiment, c'est un must-have pour moi. Sinon, vous avez l'option, le format poche, le tome 1 qui retrace toute la saison 1, c'est juste pour 10€, donc voilà. Je pense que vous avez plutôt opté pour cette option-là. Allez messieurs, il est temps d'attaquer ce décryptage de The Ultimates. Chris, on t'a pas trop entendu jusqu'à présent, à toi d'ouvrir le bal. Non, je suis sage, moi je bois vos paroles. Moi j'avais pas relu Ultimate depuis la sortie en kiosque chez Panini, donc ça fait très longtemps, 20 ans, grosso modo. Et en fait, à la relecture, je me dis que ça tient quand même encore à peu près la route. C'est très bavard par moments. Il y a notamment des tropes très classiques où tout le monde expose ses plans et paraphrase ses actions. Alors ça, c'est ultra relou. Mais ça se relie plutôt bien et surtout plutôt vite. D'ailleurs, Beaumasque me l'a dit, j'ai relu le truc en, 1h30, 2 heures à peine, je pense.
Par contre, c'est quand même ultra référencé par rapport à son époque. Je suis pas sûr, par exemple, que le caméo de Shannon Elizabeth, ça va beaucoup parler à des gens plus jeunes qui découvrent ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent aujourd'hui Shannon Elizabeth parmi les gens qui ont 20, 25 ans, tu vois? Non. Je suis pas sûr. Voilà, merci. Moi, j'ai dû le googler parce que je ne savais plus qui c'était. Voilà, merci pour ce témoignage très parlant. Ce que j'ai bien aimé, c'est que comme avec The Authority, justement, dont on parlait, Millar, il traite de l'interventionnisme américain avec une interprétation qui reste fictionnelle, hein, évidemment. Grosso modo, ici, ça va être vu à travers la faculté des super-héros à aller là où on ne les attend pas pour gérer les problèmes des autres alors qu'on leur a rien demandé. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. C'est typique des Américains, mais c'est aussi typique des Avengers chez Marvel et plus globalement de pas mal d'équipes de super-héros, pas des X-Men par exemple, mais l'interventionnisme des super-héros, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Sauf que là, on est, comme le disait Léo, post-11 septembre 2001, et pour moi, le 11 septembre, c'est un peu l'événement qui marque le début réellement du 21e siècle. Tu vois, le monde a changé après cette date-là, et les États-Unis, ils sont en plein élan patriotique, et du coup, je trouve qu'il y a vraiment un côté où les personnages de The Ultimates, ils font pas dans la dentelle, c'est vraiment America fuck yeah, hein, à un moment, on est vraiment dans ce délire-là où c'est pas grave, on rase des villes, mais ça passe. Je vais mettre la musique en fond. Ouais, voilà, non mais du coup, on est vraiment dans ce délire-là à certains moments. Donc l'approche, elle est assez différente, elle est beaucoup plus sombre et beaucoup plus sérieuse que dans The Authority. Les personnages sont pas moins cabossés, mais l'ensemble est quand même beaucoup moins fun et décomplexé, puis il y a un sens de la gravité en plus, je trouve. Il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux, quoi, en fait. C'est beaucoup moins rigolo que peut être The Authority, où bon, on va renverser des dictatures, mais on fait ça pour rigoler, quoi. Et comme le disait Beaumasque, Millar, il écrit toujours aussi en faisant attention à l'adaptabilité de ses histoires à l'écran. Alors c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec le Millar World, avec ce qu'il a fait avec Netflix, etc. Mais je trouve que ça se vérifie déjà bien ici, et c'est pas pour rien que ça a quand même grandement inspiré le film Avengers du MCU, le côté trash en moins. Je comprends que ça puisse déstabiliser, on en reparlera sûrement, les gens qui ont vu le film Avengers, en fait, de découvrir The Ultimates, parce que il y a vraiment un angle d'attaque très in your face, tu vois. Il y a pratiquement aucun personnage qui soit un véritable cliché de super-héros classique, bien propre sur lui, bien sage et tout. C'est que des personnages qui sont quand même un peu borderline. Du coup, c'est amusant de voir que, en fait, le grand public, malgré tout, il accrochera toujours plus à la version plus lisse qui est proposée par Marvel Studios plutôt qu'à Ultimates, parce que finalement, Ultimates, ça prend en compte le fait que des personnages qui sont si puissants ne peuvent que vriller. C'est un peu ce qu'on verra aussi dans The Boys ou des choses comme ça. Tu cites The Boys. Pour moi, il y a vraiment ce côté sombre reflet de The Boys, dans le sens où on a un peu l'impression de suivre la création des Seven. Ouais, je suis d'accord, c'est un truc que j'ai ressenti aussi en lisant. Ouais, tout à fait. Ouais. On est tout à fait dans ce délire-là où voilà, on est sur des héros payés par le gouvernement pour faire des trucs, et en fait, tout ce qu'ils font, ça part en couille, en fait, et à aucun moment le résultat n'est vraiment ce qu'on voudrait. Mais il faut que la com aille quand même dans le sens où on dit non, mais quand même, c'est pas mal, quoi. Il y a un petit côté presque South Park, quoi, par moment. C'est pas faux. Et un des derniers trucs qui m'a marqué à la relecture, et ça c'est plus, c'est vraiment filigrane, enfin c'est plus subtil, c'est qu'en plus d'être un comics de super-héros, c'est aussi un peu un comics de savants fous. Il y a un vrai côté Universal Monsters, notamment avec Pym et Banner, mais aussi dans une moindre mesure avec Tony Stark. C'est vraiment des gars qui vrillent à cause de leur pouvoir, qu'ils en soient ou non à l'origine. C'est pas super original comme démarche, parce que les héros Marvel, c'est souvent des monstres aussi avant d'être des héros. Mais j'ai aimé que ça soit assumé avec un ton un peu plus actuel. Alors je sais pas si c'est vraiment une volonté revendiquée, tu vois. Mais notamment Henry Pym, on est tout à fait dans le cadre, je sais pas, de l'homme invisible du film de Universal qui perd la tête et qui devient dingue à cause de sa formule et tout. Enfin, il y a un peu ce truc là, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça hyper intéressant à voir, enfin, l'évolution de cette thématique-là est très secondaire dans le récit, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant comme approche aussi. Puis si on finit sur un petit point visuel, Brian Hitch, c'est très propre, très précis, c'est quasi réaliste, et c'est surtout assez froid et austère, mais en fait là c'est plutôt un point positif, parce que j'ai quand même l'impression que tout était fait
Justement, peut-être parce que les Avengers avaient cette image de super-héros un peu bariolés, équipe un peu à l'ancienne et tout. Tout est fait pour gommer un peu les clichés de la BD de super-héros et du coup, ça renforce l'immersion et ça rend l'ensemble, assez plausible et crédible, tu vois? Où on se dit: «Bon, c'est des super-héros mais il y a un aspect très militaire et cetera». Enfin, je trouve que le trait de Hitch, il colle vraiment bien à l'univers proposé, quoi et ça, sur ce plan-là, ça a plutôt bien vieilli, franchement. Peut-être que les gens qui découvrent les comics aujourd'hui, même si ça date il y a 20 ans, vont pas accuser le coup sur le plan graphique, de mon point de vue en tout cas, parce que c'est plutôt intemporel dans le bon sens du terme, quoi. C'est encore tout à fait d'actualité, quoi, par rapport à ce qui est proposé. Est-ce que c'est un avis que tu partages, Léo? Bon, en fait, je vais pas mal me servir de ton argumentaire, Chris, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles je pourrais rebondir. Le fait que la saga soit hyper ancrée dans son époque, c'est vrai. Et moi, ça m'a un peu dérangé sur certains points. Bon, c'est hyper futile, mais c'est pour ça que je commence par ça. Mais par exemple, il y a énormément d'acteurs qui sont cités dans le truc. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était un peu lourd, perso. Ça te cite du Johnny Depp, du Robert Downey Jr. Ok, c'est marrant parce qu'il a joué vraiment Iron Man après, ouais, on se marre. Il y a Freddie Prinze Jr. aussi qui est nommé plus tard. Et ça peut paraître con, encore une fois, je vais passer pour un gros névrosé à reprocher ça, mais moi, ça m'a sorti du truc, en fait. Et je pense que ça va avec un problème qui est plus large, c'est que Mark Millar, il a souvent cette volonté d'incorporer du réalisme un peu au forceps dans ses histoires, je trouve. Et là, c'est un moyen hyper artificiel, je trouve, de créer du réalisme. Et pour moi, en plus, c'est hyper contre-productif parce que ça me sort complètement de l'histoire. Mais encore une fois, c'est un détail. Et l'aspect réaliste qu'il essaye d'imposer dans ses histoires en général, ça passe souvent par faire en sorte que tous les personnages soient hyper antipathiques. Et je trouve que The Ultimate, c'est vraiment le bouquin dans lequel ça se ressent le plus, et moi, ça me dérange au bout d'un moment, en fait. J'ai rien contre le fait d'avoir des personnages un peu à contre-pied de leur version classique. Ça peut être hyper intéressant pour plein de sujets, et ça l'est parfois dans The Ultimate. Mais là, je trouve, en fait, on est des fois un peu trop dans la caricature, quoi. On tombe vraiment des fois dans l'extrême inverse, et je sais pas, peut-être aussi que c'est moi qui lis ça avec un degré, on va dire, trop bas en tant que lecteur, et que je sais pas comment dire, mais que je prends pas assez de recul peut-être sur ce que je lis, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, moi, j'ai besoin d'avoir un minimum d'empathie pour les personnages pour m'investir dans l'histoire, et là, j'arrive pas à avoir d'empathie pour aucun personnage. Et c'est pour ça aussi que j'avais vraiment pas aimé la première fois que j'ai lu. J'avais découvert The Ultimate il y a quelques années pour la première fois, et j'avais vraiment détesté à l'époque, et au-delà de ça, j'avais même trouvé ça très mauvais. C'est pour ça que j'en avais un très mauvais souvenir, et là, en le relisant, je peux pas dire que c'est mauvais, parce qu'en soi, c'est même plutôt bon, je trouve. Mon avis, il a un peu évolué là-dessus. Mais ce qui change pas, c'est que je n'arrive pas à m'investir, et que je peux pas dire que c'est un comics que j'aime. Comme je disais, moi j'ai besoin d'un minimum d'empathie pour les personnages, parce qu'en fait, je suis pas spécialement content quand ils réussissent, je suis pas spécialement content quand ils accomplissent des choses, que ce soit à la fin, ou même, par exemple, il y a des moments où Captain America va aller casser la gueule à Giant Man, dans le contexte où ça se passe, ça pourrait être cool, mais moi je trouve pas ça cool, parce que c'est un personnage qui fait pas ça pour les bonnes raisons, selon moi. Ça lui est même reproché plus tard, donc au final c'est assez honnête sur ce que c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, j'ai ce truc où j'arrive pas à m'investir avec les personnages, à m'investir dans l'histoire, quoi, tout simplement. Alors en vrai, je comprends, c'est pas son récit qui en abuse le plus, mais généralement avec Millar, faut accepter le fait qu'il va envoyer chier la subtilité, et que ici, ces personnages sont des archétypes. Mais je trouve que ça passe avec The Ultimates, parce qu'il a beaucoup de personnages à introduire d'un coup, donc il est un peu obligé d'y aller à fond, notamment en les démarquant avec de fortes personnalités. Ça lui permet du coup de gagner du temps, d'avoir ce rythme impeccable, mais je suis d'accord que tu sais jamais trop sur quel pied danser du coup, parce que d'un côté il va te les iconiser, et de l'autre il va les rendre plus humains, voire carrément détestables. Mais en même temps, c'est un peu la médiatisation, alors je dis ça de mémoire parce que j'étais jeune, mais la médiatisation qu'avaient les stars dans les années 2000, où tu vas idolâtrer Britney Spears tout en déterrant les cadavres dans son jardin pour faire le buzz. C'est une idée qu'on retrouve aussi dans The Boys, qu'on a cité un peu plus tôt, que les super-héros, s'ils existaient en 2002, ils feraient pas la une du Daily Planet, ils feraient juste la une de People, ou je sais pas quel magazine, parce que je ne le lis pas.
Et petite parenthèse, vu que tu parlais du contexte de l'époque, j'en profite vite fait. Moi, personnellement, ça m'a pas spécialement gêné le name dropping, parce que déjà, de 1, ça m'a permis de redécouvrir certaines stars que j'avais oubliées. Et en fait, c'est vraiment une petite capsule temporelle, ce comics. Il est tellement ancré dans son époque que, à mes yeux, ça en devient même une force. Parce que paradoxalement, il en devient intemporel. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais un peu plus tôt, les Ultimates, ils sont détestables, mais ils sont aussi très humains. Je vais prendre 2 exemples. Tony Stark, de la première partie, il passe son temps à jouer les playboys milliardaires avec des petites punchlines par-ci par-là, à dire qu'il est extrêmement riche, qu'il va séduire telle ou telle nana cette semaine, que c'est un génie. Or, il me semble, alors ce sera contredit dans la saison 2, mais on va pas l'aborder cette saison 2 aujourd'hui, mais il me semble qu'on ne le voit pas spécialement faire des expériences scientifiques. On n'a pas cette preuve que c'est un génie, donc tu pourrais très bien partir du principe que finalement, c'est un peu un héritier à la Elon Musk qui a utilisé l'argent de papa pour se payer une belle armure. Donc ouais, Iron Man, t'as vraiment envie de le baffer, mais sur la fin, tu le vois durant le combat final faire une crise de panique, tant la menace est trop grande pour lui, et on voit en fait le vrai visage de Tony à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que Millar en fait un héros à mes yeux. Vraiment cette scène où je me dis, ok, c'est finalement un mec bien plus humain que ce que je pensais, mais qui va se dépasser pour sauver des gens. Et là, je le respecte. Pareil, Captain America, alors on en reparlera un peu plus tard, mais passer ces scènes un peu choc, un peu provocantes, on te rappelle quand même régulièrement qu'il débarque tout juste d'un sommeil de 60 ans du coup. Et il y a un peu cette idée que Steve Rogers joue Captain America pour pas s'effondrer. Parce qu'en fait, lui, il a perdu tout son univers. Et un mec comme ça, en fait, probablement qu'il aurait fait une tentative de suicide. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il aurait tenté s'il n'avait pas écrit chez Marvel. Mais en tout cas, voilà, il y a des scènes un peu poignantes où tu vois quand même Captain America pleurer, ce qui est assez rare et qui m'ont pas mal touché. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Surtout ce que tu disais au début sur le fait que ça rend les héros plus humains. Et moi, je suis hyper d'accord avec ça. Moi, j'aime beaucoup que les personnages soient nuancés, etc. J'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je trouve que c'est même mieux pour justement s'investir dans l'histoire et que ce soit un minimum réaliste, entre gros guillemets, on s'entend. Le truc, c'est que comme je le disais, pour moi, là, on est vraiment plus dans de la caricature. On est sur un truc poussé à l'extrême en termes d'antipathie, je trouve. Comme tu dis, il y a certains moments où leur côté caricatural, il est un peu cassé. Et je suis d'accord, mais je trouve que ces moments, ils sont un peu... ils sont pas assez présents, je trouve. Et en plus, souvent, ils sont un peu gâchés par les dialogues, dont je suis vraiment pas fan pour le coup. Ah oui, c'est que des punchlines. Ouais, c'est ça. Déjà, c'est très verbeux, un peu comme comics par moment. Mais il y a vraiment ce truc où tous les persos sont hyper sarcastiques tout le temps. C'est très typé MCU pour le coup, tu vois. Mais... je me permets... Justement, ce côté un peu frimeur, ça m'a fait marrer parce que je vois un peu Millar, l'Européen, qui écrit ses persos comme de vrais Américains, c'est-à-dire très prétentieux, assez faux. Parce que je sais pas si vous avez déjà discuté avec un États-Unien, mais t'as vraiment cette impression que c'est tous des acteurs qui jouent un rôle. Et c'est grossi à l'extrême, ici, mais ça colle à cette idée des Ultimates superstars. Je sais pas si je suis clair. Ah oui, c'est possible, ouais. C'est vrai que ça tient. C'est une hypothèse, ouais, qui tient debout, je trouve. Après, ça change pas le fait que moi, perso, ça me plaît pas, quoi, tu vois. Ouais. Mais oui, je vois totalement ce que tu veux dire, et c'est très intéressant ce que tu disais sur l'aspect médiatique, parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve même dans d'autres séries Ultimate. Ah ouais? Je sais que dans Ultimate Spider-Man, t'avais pas mal de trucs comme ça sur les médias, etc. Je pense à la première apparition de Kraven, notamment, tu vois, ce genre de truc où... Oui, effectivement. Beaucoup de journalistes, etc. T'as tout un passage où t'as le film Spider-Man qui est en train d'être tourné dans le comic, tu sais, des trucs comme ça. Ouais, totalement. Pareil, les dessins, j'en avais un assez mauvais souvenir. Et là, en relisant, pour le coup, je me suis vraiment pris une petite claque parce que je me rappelais plus qu'ils étaient aussi cool. Là, je les ai vraiment appréciés pour le coup. Comme disait Chris, c'est très précis et un peu froid, mais je suis d'accord avec lui, ça marche dans ce comics-là. Il y a peut-être un petit truc qui m'a dérangé, c'est que des fois, il va faire des gros plans sur des visages qui, moi, me dérangent un peu. Des fois, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais j'ai le souvenir d'un dessin de Bucky, quand on le voit pour la première fois âgé. Et vraiment, quand je l'ai vu, je me suis dit, recule un peu, s'il te plaît, tu vois. Ça m'a mis un peu mal à l'aise. Mais tu sais que pour Hitch, c'est l'un de ses meilleurs dessins.
Ah ok, c'est super. Parce que dans mon Icons, t'as un commentaire des épisodes par les auteurs, et il dit qu'il est fier de 2 cases, c'est ce visage de Bucky et le regard d'Hank Pym dans la scène qui est la plus terrifiante de ce volume. Je pense que vous visualisez la Ouais, scène. je vois ce que tu veux dire. C'est des moments où je trouve qu'il a un trait un peu à la John Cassaday. Ouais. Et c'est vrai que oui, pour le coup, c'est des visages qui sont réussis, tu vois. C'est juste que moi, à chaque fois quand je tournais la page, ça me surprenait, quoi. Mais sinon, ouais, les dessins sont vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là. C'est bien de voir que tu t'as pas juste bâché complètement le comics. Après, peut-être que pour l'instant, tu te retiens, t'es timide. Non, quand même pas. Non, parce que en soi, comme je l'ai dit, les griefs que j'ai contre le comics, ils sont purement personnels dans le sens où, enfin, ils sont subjectifs pour le coup. Là, en le relisant, je me suis vraiment rendu compte que c'était un bon comics finalement, que c'était plus moi qui avait un problème avec que le comics en lui-même. Donc, ce serait bête de le bâcher unilatéralement. Surtout que quand tu le lis, tu sens quand même l'importance qu'il a eu plus tard. On en a parlé notamment pour le MCU, etc., quoi. Moi, ce que j'ai bien aimé avec The Ultimates, c'est vraiment qu'on a ce côté super-héros en mode Star System. C'est vraiment une équipe montée de toutes pièces. On dit que c'est Nick Fury, mais c'est limite plus Betty, la RH, qui gère l'image de tous ces héros et qui crée entre guillemets un peu l'équipe. À tel point qu'en fait, l'équipe, elle est créée, ça on l'a pas forcément dit, mais en fait, il y a aucune menace en face. Elle est créée parce que peut-être qu'un jour, il y aura une menace. En sous-texte, ils disent qu'il y a eu Magneto et donc on sous-entend déjà qu'il y a l'univers partagé. Mais voilà, en gros, il y a eu Magneto. Peut-être qu'il faudrait avoir un système de défense. Et en fait, là où c'est très différent des Avengers, où les Avengers devaient se rassembler à cause de Loki, ben là, l'équipe se réunit déjà à cause de rien, puis après à cause d'une menace qui vient de l'intérieur de l'équipe, pour vraiment lui donner une justification aux yeux du public. Et d'ailleurs, le vrai adversaire qu'on aura par la suite, sur la fin de la saison, ça sera même pas une personne, mais ça sera tout un peuple. Donc vraiment, on a vraiment ce côté très différent du reste des histoires de super-héros, où 3/4 du temps, c'est quand même le grand méchant, que ce soit Magneto, Fatalis, d'autres choses. Là, c'est vraiment... on est plus sur le côté guerre que sur le côté... que sur le côté ennemi unique, ce qui revient un petit peu avec tout ce côté post 11 septembre, et on l'a peut-être pas beaucoup mis en avant, mais il y a vraiment tout ce côté USA First et tout. Mais en fait, c'est vraiment une énorme critique de toute cette période, j'ai l'impression. On nous montre que le plus gros danger, en fait, que vont avoir à faire les Ultimates, c'est eux-mêmes. Donc, avec les USA, ça va être eux-mêmes leur pire problème. Les dérives sécuritaires, la manipulation des médias. Et ce qui est très intéressant, je trouve intelligent dans le titre, c'est qu'en fait, on nous oblige pas à nous dire quoi penser. On peut prendre le tout au premier degré, et ça passe. Si vous trouvez que Captain America est super, vous pouvez le penser. Ou si vous pouvez penser vraiment qu'il est limite un papier arriéré qui est resté bloqué dans ces années 30, vous pouvez aussi. C'est peut-être un moyen pour Millard de pas froisser le lecteur, de faire le buzz en faisant dire des trucs un peu atroces à Captain America ou à Nick Fury, mais voilà, ça permet aux auteurs de pas avoir à afficher leurs convictions en disant ça c'est la bonne pensée, il faut que tu penses comme ça gamin, c'est vraiment le truc. Et l'un des éléments moi qui me marque quand je lis du Millard, c'est que pour moi Millard, il est un peu comme Garth Ennis, comme Warren Ellis, comme Grant Morrison, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un scénariste qui fait du super-héros, mais qui n'aime pas les super-héros. On a plus l'habitude de voir des connards à pouvoir, hein, un petit peu comme The Boys. Et si on regarde l'œuvre de Millard, en fait, c'est 3/4 du temps, soit des personnes paumées, soit des ennemis, soit des voleurs, soit des parias. Et en fait, c'est très rarement des héros, parce qu'en gros, ce genre d'auteur britannique ne comprend pas pourquoi quelqu'un aurait le goût du sacrifice comme ça, naturellement. Et je trouve qu'on retrouve plutôt ça aussi dans les Ultimates, avec ce côté équipe qui est créée,
on nous montre que ils ont énormément de mal à travailler les uns avec les autres. Ça se met en place très lentement. On voit qu'il y a une relation de sympathie qui commence à se créer autour d'Iron Man et de Thor, puis après Captain America qui vient se greffer dessus, puis d'autres membres par la suite. Mais on voit qu'au début, c'est vraiment très compliqué, c'est vraiment des éléments qu'on essaye de faire travailler les uns avec les autres, un petit peu à la manière d'un boys band dans les années 2000, hein. Donc j'ai trouvé ça un petit peu intéressant aussi. Et ce qui est très sympa aussi, dont on a énormément mis en avant, c'est le côté blockbuster. Sauf que c'est un blockbuster où il faut quand même 5 ou 6 épisodes avant que t'aies la moindre scène d'action. T'as juste l'introduction avec Captain America pour expliquer son passé, mais sinon t'as quasiment aucune scène d'action parce que sur les 13 épisodes, ils en utilisent la moitié pour introduire les personnages, mettre en place leur psychologie, comment le tout fonctionne. Et les personnages ne passent quasiment leur temps qu'à blablater. Ce qui peut lui donner son côté verbeux, mais qui donne un côté déjà réaliste. Et puis deuxièmement, qui montre encore plus ce côté, on a créé une équipe, mais il y a rien à combattre, il y a rien à faire. Et c'est en ça que je suis un peu déçu, c'est que la deuxième partie en fait de The Ultimates, de sa saison 1, on arrive à une espèce d'invasion, on va dire, et c'est un petit peu plus bourrin, un petit peu plus blockbuster, un petit peu plus que les gens attendent d'un titre de super-héros. Mais au final, on perd un peu de vue toutes les qualités que j'ai pu citer, et parfois on arrive même limite à des antithèses avec une ultra glorification de l'Amérique, de la violence et de c'est nous qui allons sauver le monde. J'avoue que j'avais pas fait attention à cette différenciation entre la première et la deuxième partie, et maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est presque évident en fait. Je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai qu'il y a un assez gros écart entre les deux parties. C'est vraiment une contradiction limite du premier arc. Oui, c'est vrai. Après, visuellement, c'est très beau. Les réinventions des personnages sont très bien pensées d'un point de vue design. Rien que l'idée d'Iron Man de se dire ouais mais en fait dans les armures habituelles d'Iron Man il y a juste la place pour la tête, en gros au moindre choc il se prendrait des coups de partout. Là le fait de penser à le mettre dans un espèce de liquide, de faire de la place pour le nez, c'est des trucs plutôt bien pensés de la part de Hitch. J'aime beaucoup le niveau des expressions faciales qu'il arrive à donner, parce que malgré tout on arrive à faire passer pas mal d'éléments. Et par contre, j'ai trouvé qu'il y a certaines cases qui, de nos jours, étaient un petit peu compliquées à lire, et qu'il avait toujours tendance, quand les personnages étaient loin, à faire des choses quand même très simplistes qui viennent un petit peu jurer avec ce qu'il fait sur le reste. Et puis, si vous avez un petit peu la flemme de lire The Ultimates, il faut pas oublier que The Ultimates a eu droit à un film d'animation il y a quelques années qu'on peut encore trouver en Blu-ray, et peut-être même sur des plateformes de streaming. Et donc, ça peut être aussi un moyen de voir la saison 1 et la saison 2 de Ultimates, vu que les deux sont disponibles. Je les ai pas vus, les films. Je savais pas non plus. Enfin, je les ai pas vus non plus, du moins. Ouais, de films d'animation qui reprennent telles quelles les deux saisons. Alors, il me semble que la saison 2, par contre, ils partent sur une histoire un peu différente, parce qu'il me semble qu'il y a Black Panther et compagnie. C'est vrai. Oui, donc la saison 2, elle est un peu différente, mais la saison 1, c'est une adaptation fidèle. Un truc niveau design qui m'a dérangé, et j'y pensais parce que Wolf en a parlé, c'est que je suis pas fan, moi, perso, du design d'Iron Man, pour le coup. Genre, j'aime bien toute l'idée du liquide, etc., je trouve ça cool, mais juste, je trouve qu'il a une tête d'insecte, et ça me dérange, voilà. Pourtant, Dieu sait que j'aime les héros arthropodes, mais là, j'ai pas aimé, voilà, c'est tout. Ah, c'est vraiment un Lego, quoi. J'y pense parce qu'on parle de contradictions. Il y a aussi des contradictions dans les comportements des personnages. Alors, je vais pas spoiler, mais notamment la guêpe qui, à un moment, rembarre Steve Rogers en lui disant... Je sais plus si elle lui dit on n'est pas dans une BD ou on n'est pas dans un film. Enfin, je sais plus vraiment ce qu'elle lui dit, mais en gros, lui a un comportement extrêmement caricatural et elle lui fait remarquer, quoi. Et bon, en fait, à la fin, on finit quand même avec un bon gros truc bien caricatural. Donc, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que ça désamorce un peu des trucs qui pourraient, en tout cas, qui pouvaient être un peu nouveaux à l'époque, qui pouvaient amener un ton un peu plus moderne. Et finalement, en général, c'est vrai qu'il y a pas mal de
trucs comme ça qui sont désamorcés et qui finissent, en fait, avec des clichés qu'on a déjà vus dans la BD ou dans la fiction en général. Et ça, ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est-à-dire que malgré qu'il y ait une certaine liberté, malgré que ce soit un nouvel univers qui est censé s'affranchir des codes, bon, il faut quand même toujours revenir un peu au statu quo qu'on retrouve chez Marvel. Et puis bon, après, on ira ensuite vers un univers étendu Ultimate, qui au final va être aussi compliqué à aborder que n'importe quel univers de comics. Donc bon, voilà. Mais ouais, en fait, c'est qu'à moitié assumé, quoi. La liberté est assumée, mais faut quand même pas aller trop loin, quoi. Tu vois qu'on retombe vite dans les travers, en fait, du médium, quoi. Et je vais enchaîner tout de suite avec mon avis. Pour moi, The Ultimate, c'est un comics important dans mon parcours parce que c'est, il me semble, l'une de mes premières lectures Marvel et surtout l'une de mes premières claques en termes de narration. Parce que je crois que c'est la première fois que j'avais pas juste l'impression de lire un comics, j'avais l'impression de lire un film, une série télé. Il y a un truc dans la narration, que ce soit la narration de Millar comme la narration de Hitch, enfin, cette osmose qui fait que t'es transporté dans ce blockbuster. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas l'un des premiers comics pensés pour être adapté au ciné au final. Je me dis même que si ça se trouve, Kevin Feige, il a lu ce comics et ça lui a donné envie de faire le MCU, d'en faire la pièce maîtresse, d'en faire son Avengers, quoi. Après, je te coupe, Beaumasque, je me permets, mais il faut pas oublier que quand ça sort, on a déjà eu le film X-Men et le film Spider-Man. Donc en fait, le potentiel d'adaptation de l'univers Marvel, il a été démontré, tu vois. Donc les mecs savent que à partir de maintenant, tout ce qui est fait sur le papier et tout ce qui a été fait avant peut potentiellement être adapté. Donc c'est évidemment pensé pour l'être. Enfin, tu vois, il y a la démarche, elle est déjà, c'est pas complètement anodin non plus. La démarche Ultimate, elle est totalement liée au succès au cinéma des films X-Men et Spider-Man, quoi. Ouais, effectivement, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que The Ultimate, c'est pas juste une série régulière comme les autres titres Ultimate qui sortaient mensuellement, c'était plus d'une centaine d'épisodes. Là, c'est un récit complet, ce qui fonctionne bien. C'est assez rare chez Marvel, contrairement à DC, mais là, pour un titre Avengers, je trouve que ça renforce le côté événementiel, exceptionnel de l'union des héros. C'est d'ailleurs comme ça, selon moi, que devrait sortir Avengers aujourd'hui. Et sinon, comme tu le disais, Chris, un peu plus tôt, moi aussi, je suis toujours aussi surpris de la fluidité de ce titre. À quel point les auteurs maîtrisent leur sujet. Et vous l'avez compris, je vais pas du tout être critique avec The Ultimates parce que c'est ma Madeleine de Proust. Et à nouveau, elle m'a pas déçu. Au contraire, j'ai même enfin capté certaines refs, comme le fait que le grand vilain, il est calqué sur Robert Carlyle, un acteur que je ne connaissais pas à l'époque. Donc il n'y avait pas que Nick Fury qui avait les traits de Samuel L. Jackson. Il y a d'autres personnages. D'ailleurs, je me demande si Captain America, il n'est pas inspiré de Val Kilmer. Ah oui. Ah, ça m'a pas frappé, mais c'est vrai qu'il y a un petit truc, ouais. Mais Robert Carlyle, ouais, je me suis fait la même réflexion. Et un point que j'aime toujours autant, c'est l'aspect militaire des Ultimates. Je trouve l'idée toujours aussi bonne parce que c'est un cadre parfait pour justifier, surtout post-11 septembre, la création d'autant de super soldats. Pour autant, comme on l'a dit, c'est loin d'être un titre très bourrin. J'aime beaucoup que la première partie soit très politique, que ce soit juste une course contre la montre entre Bruce Banner et Hank Pym pour créer le nouveau sérum du super soldat. Ça apporte de suite une tension entre les personnages notamment, et tu comprends pourquoi ça explose quand ça explose. Malgré tout, t'as beau avoir ce délire de super soldat, en réalité, quand tu regardes l'équipe, si t'exclus Captain America, Hawkeye et Black Widow, le reste, ce sont soit des scientifiques, soit des militants, comme Thor, et là je vais le dire tout de suite, j'adore l'idée que ce soit un écologiste potentiellement fou, c'est pas trop si c'est vraiment un dieu ou si c'est un mutant qui a juste pété un câble, et sinon tu as Quicksilver et Scarlet Witch. Alors, ok, ils font de la figuration dans ce volume, c'est plus une blague, mais techniquement, ce sont des prisonniers de guerre mutants, c'est pas des soldats. Je vais rebondir juste sur un point, là, vu que tu parles des personnages. Moi, à la lecture, il y a un truc qui m'a à la relecture, il y a un truc qui m'a un petit peu choqué, c'est qu'au final, le développement des personnages, il existe, mais il est très... il est pas du tout proportionné en fonction des personnages, quoi. C'est énormément Captain America, Hulk, Janet, Thor et Iron Man, par exemple, c'est plutôt des seconds couteaux, quoi. Ils sont là pour les scènes d'action, pour la puissance, mais à part ça, ils ont pas vraiment trop le droit à leur développement, à leur moment. C'est vraiment très limité, quoi.
Ouais, effectivement, ils seront plus développés dans la saison 2, mais c'est vrai que par exemple Iron Man, il est pas du tout aussi central que dans les films. On le voit faire son inox tag au début. Allez hop, je recycle une blague. Ça fera plaisir à Thor que tu recycles. Mais après oui, Tony, ça va être un running gag où il va servir un peu d'interlocuteur à Nick Fury. On va maintenant aborder le personnage et les réseaux sociaux, Ultimate Captain America. Alors, selon vous, personnage problématique ou personnage incompris ? Bah, en fait, moi, j'étais pas du tout au courant de cette histoire. C'est toi qui m'as appris qu'il y a des gens, en fait, qui n'arrivaient pas à comprendre cette version de Captain America. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, en fait, dans le Captain America qui nous est présenté, c'est que, comme le disait Léo en intro, avec l'univers Ultimate, Marvel, ils ont voulu se débarrasser de la continuité. Mais ils ont quand même pas oublié de conserver ce qui est peut-être la plus grosse retcon de l'histoire de la bande dessinée américaine, c'est-à-dire le sort réservé à Captain America à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que cette histoire de Cap coincé dans la glace, tombé avec une bombe au fond de l'océan, en fait c'est juste une invention de Stan Lee pour réintégrer le héros aux comics Marvel au début du Silver Age, comme il l'a fait aussi avec le Submariner, qu'il a transformé en SDF amnésique dans les Fantastic Four, etc. Submariner qui est Namor. Tout à fait, oui, c'est son deuxième petit nom. Et je pense que ça, vous le savez sûrement, mais pour ceux qui nous écoutent, qui sont pas au courant de l'histoire, entre 1946, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, et 1954, Captain America, il continue de vivre des aventures dans les comics, notamment dans des magazines comme All Winners et Young Men. Il va même combattre des espions communistes. Et sur la fin, quand les comics de super-héros peinent un peu à trouver leur public, la série va même lorgner du côté de la science-fiction, de l'horreur. Enfin, ils vont un peu tout essayer pour prolonger la vie du perso. Et du coup, je trouve ça assez drôle que finalement, ils aient pas tenté autre chose que de garder cette retcon, qui serait aussi un super point de départ, tu vois, à d'autres histoires, de se dire, en fait, non, Captain America, il a jamais été congelé au fond de l'océan, mais il a continué à vivre. Et enfin, tu vois, alors le MCU l'a fait pour vous, mais mais du coup, c'est assez drôle en fait, voilà, qu'ils aient gardé ce truc-là. Et puis, ce qu'il faut pas oublier, même si vous n'êtes pas fan du Captain America de Ultimate ou d'une version quelconque de Captain America dans les comics, c'est que c'est certes un objet un peu de propagande, fortement imprégné de patriotisme, hein, il est aussi construit pour ça à la base, mais c'est avant tout un produit, quoi. C'est un produit que Marvel doit vendre à un public en l'adaptant à l'ère du temps, en le renouvelant régulièrement, hein. C'est une offre qui renouvelle régulièrement. Et oui, on a le droit de toucher au Captain America du MCU, on a le droit de toucher à votre Captain America, parce que en fait, l'image que vous en avez, c'est que l'une des nombreuses versions du personnage qui a pu exister. Et puis surtout, quand il s'agit de faire du pognon, y a rien de sacré, hein, je vous l'apprends pas. Donc voilà, ça a été sûrement l'occasion de proposer une version un peu différente à l'époque, et ensuite on en a eu d'autres, hein. On a eu Captain Hydra et compagnie, et moi pour le coup dans le cas de Captain America, je trouve que c'est assez intéressant de le repenser comme ça. Et effectivement, du point de vue de Millard, qui est britannique, il y a peut-être en plus un regard un peu critique sur ce patriotisme américain exacerbé au lendemain du 11 septembre, qui est un peu, finalement, un peu décérébré. C'est-à-dire que on peut comprendre que face à l'événement, il y ait un regain de patriotisme, mais ça va aussi ouvrir la porte à un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est intéressant, je trouve, de l'appréhender sous ce jour-là, avec l'incarnation de Captain America, quoi. Alors en fait, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir des propos un peu racistes, xénophobes, sexistes, bref, d'être américain. Mais à mes yeux, c'est ne pas comprendre le concept du man out of time. Parce qu'ils avaient envisagé d'en faire un soldat de la guerre du Golfe, donc une guerre bien plus récente, mais du coup ça aurait fait juste un soldat comme un autre, comme il n'y aurait pas eu de grosses différences avec Black Widow ou Hawkeye. Alors que là, on ne fait que renforcer l'idée qu'avaient eu Stan Lee et Jack Kirby à l'époque. Le décalage, il est encore plus violent, parce qu'il fait pas un saut de 20 ans, mais de 60 ans. Donc forcément, il est choqué de voir l'évolution des mœurs et de la technologie. Est-ce que pour autant, ça fait de lui un salaud ? À mes yeux, non. Moi, j'excuse son comportement parce que c'est un soldat et un homme d'un autre temps, qui a jamais vraiment le temps, dans cette saison 1, de s'adapter. Donc ok, il a des remarques déplacées pour nous, encore plus en 2024, mais faut se mettre à sa place, et en vrai, c'est loin d'être un connard. Autant il va jouer les mâles alpha avec Hank Pym et Bruce Banner,
autant il est très doux avec les femmes, et passé son choc de voir que Nick Fury est général alors qu'il est noir, il va jamais remettre en question son autorité. Il va même lui vouer un profond respect. Du coup, voilà, c'est plus complexe que peut le présenter certains posts Twitter. En fait, faut lire le comics, faut pas juste le lire en diagonale. D'ailleurs, j'ai une petite question dans la version d'origine de Panini. C'est qui critique les Français ? C'est Captain ou c'est Nick Fury ? Oui, la fameuse réplique qui a été censurée. Le combat final avec le leader Kitori. Je crois que c'est le A. Ouais, parce que je l'ai relu en VO, et du coup, effectivement, je sais plus de quoi il lui parle. Il dit qu'il est lâche ou je sais pas quoi. Enfin bref, il lui dit d'abandonner, ou enfin bref. Et il lui dit, mais il lui montre donc son front avec ce gros A sur le front. Il lui dit, est-ce que tu penses que le A ça veut dire France ? Voilà. Et du coup, c'est effectivement une punchline qui moi m'a fait rire. Moi aussi, ça m'a fait rire en lisant. Et qui n'est plus dans les nouvelles versions du coup. Du coup, voilà, ça c'est la scène qui gêne Twitter. Et quand je dis Twitter, c'est même pas spécialement le Twitter français, c'est le Twitter US, parce que nous, on est français, on trouve ça hyper drôle. Mais en même temps, normal, quoi, c'est Ultimate Captain America, il est pas spécialement xénophobe, en fait. C'est juste Millard qui est un gros troll, et Steve Rogers, qui est un mec qui débarquait en Normandie il y a même pas 2 semaines, pour lui en tout cas. Et évidemment, pour lui, la France, c'est un pays qui a abdiqué, c'est un pays de losers. Puis je pense que t'as aussi le fait que ça soit plus un soldat qu'un super-héros, que par la suite il aura plus facilement tendance à prendre les armes, à tirer à l'arme à feu, à ce genre de trucs qu'on voyait plus trop avec Captain America. On le voyait dans les vieux comics où il faisait la guerre, mais plus dans les comics actuels. Et c'est vrai que voilà, il a des petites sorties par moment, le pépère, où il fait mais c'est génial en fait, tu viendras à chaque fois qu'on a besoin de toi, si la situation est vraiment désespérée, gratuitement. On n'aura même pas à te payer. Mais mais voilà, quoi, je veux dire, rien vraiment de là à dire MAGA, America Great Again et compagnie, quoi. On n'en est quand même pas à ce point-là. Et puis surtout avec Millard qui a tendance à toujours se foutre de la gueule des Américains, ça serait un petit peu à l'inverse de sa pensée, je pense. Et puis même moi en soi, c'est pas un personnage que j'apprécie, dans le sens où vous l'aurez compris, c'est pas ce genre de personnage que j'ai envie de suivre quand j'ouvre un comics, mais je trouve quand même que c'est un personnage assez intéressant pour ce qu'il est, et j'ai un peu de mal avec les critiques de ce genre-là, en mode c'est pas en mode ça déshonore le vrai Captain America entre guillemets et tout, enfin, mais c'est juste pas le même personnage, quoi, donc forcément c'est pas le même personnage, c'est pas la même époque, donc forcément il y a des libertés qui sont prises, quoi. Cet univers Ultimate, il était là pour ça aussi, quoi. Ouais, totalement. Comme le disait Chris, l'idée, c'est justement de proposer des choses différentes. C'est pas juste faire un décalque. C'est un peu ce que je reproche d'ailleurs au Ultimate Spider-Man, c'est que ça aurait été cool de changer un peu les règles sur certains points. Par exemple, tuer Tante May plutôt qu'Oncle Ben. Ce genre de délire. Ouais, carrément. Tiens, c'est bizarre, quelqu'un d'autre l'a fait plus tard. Ouais, étrange. Étrange. On en reparlera dans quelques minutes. Bref, ce récit The Ultimates, on en a longuement parlé, et maintenant il est temps de se poser la question, est-ce qu'on le recommande ? Et surtout, la question c'est à quel public ? Alors, est-ce qu'on le recommande ? Oui, moi j'ai envie de dire oui, même si c'est pas un récit que j'apprécie, je pense que c'est un récit très important et qui mérite d'être lu. Et puis, globalement, je trouve ça important de lire ou de relire des œuvres qu'on n'aime pas, parce que ça aide beaucoup à mieux comprendre pourquoi on aime les œuvres qu'on aime finalement. C'est beau. Donc oui, c'est un comics que je recommande, pour qui, en soi, je pense que c'est accessible relativement à tout le monde, hein. Je pense que si Panini l'a ressorti en pocket, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils savent que ça peut parler à peu près tout le monde. Évidemment, je pense que la cible, là, maintenant, c'est un peu le public du MCU, quoi, globalement. Si vous avez aimé le MCU, allez-y, vous pouvez essayer. Ce sera peut-être pas exactement les personnages que vous connaissez, mais vous pouvez apprécier quand même, et dans la forme, vous serez pas perdu, quoi. Voilà, tout comme toi de mon côté. Wolf, Chris, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ? Ouais, moi je le recommande, et effectivement j'y avais pas vraiment pensé en termes de public visé, mais du coup effectivement je le recommanderais à des gens qui ont kiffé grave le MCU et qui n'ont jamais lu de comics, soit parce que ça va leur permettre de découvrir que en fait les personnages qu'ils voient à l'écran sont pas figés et qu'on peut faire plein de choses avec les super-héros, et pas que des trucs ultra lisses et ultra linéaires, parce que si t'as pas trop de références en comics, ça reste quand même quelque chose qui réinvente une partie des codes des super-héros Marvel.
Ou alors, deuxième solution, tu le lis au premier degré, tu te sens fâché comme si Marc Millar avait insulté ta mère, et en fait, c'est bien fait, voilà. Donc, voilà, j'ai envie de le voir comme ça. Je pense que dans tous les cas, ça peut peut-être secouer un peu, tu vois, ça peut peut-être un peu faire un petit électrochoc aux gens qui n'ont fait que voir les films, en gros, en bien comme en mal, et dans tous les cas, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça ouvre un champ des possibles à quelqu'un qui n'a jamais lu de BD de super-héros. Donc c'est pas du tout un comics que je relirai régulièrement, c'est pas du tout ça compte pas parmi mes comics préférés, mais ça fait toujours son petit effet 20 ans après, tu vois, donc c'est quand même la preuve que ça a un bon potentiel pour des gens qui ne sont pas lecteurs réguliers, ou voire même qui ne sont pas du tout lecteurs pour l'instant, voilà. Alors pour ma part aussi, je recommanderais la lecture, surtout que comme l'a précisé Beaumasque, c'est pas les occasions de pouvoir trouver The Ultimates qui manquent, parce que entre les icons, l'édition de poche, ou même, je crois qu'on en a pas parlé, l'édition Hachette, vu que les éditions Hachette ont sorti toute une gamme sur l'univers Ultimate, où vous pouvez retrouver toutes les séries, que ce soit Ultimate Spider-Man, Ultimate Fantastic Four, Ultimate X-Men, les Ultimates. Donc il y a moyen de trouver pour pas trop cher du Ultimate, et de pouvoir tester si vous aimez ou pas. C'est vraiment un produit de son temps qui a quand même bien marqué l'univers des comics, que ce soit par le décollage de la carrière de Millar, le fait que l'univers Ultimate ait encore pris encore plus d'ampleur par la suite, avant de s'effondrer, ce qui était aussi un moment très marquant de l'univers des comics. C'est quelque chose d'intéressant, surtout de nos jours où on est en plein multivers, univers alternatif, versions différentes. Donc pouvoir voir comment on a réinventé Janet, comment on a pu réinventer Thor, comme on en a déjà parlé, de voir plein de réinventions comme ça, c'est toujours très intéressant, très curieux pour les fans de comics, dès qu'on commence un petit peu à se lasser d'un univers, de pouvoir découvrir certaines variations. Donc pour moi, au moins la première saison, vaut vachement le coup. Par la suite, peut-être un peu moins. Ça se perd et on en reparlera peut-être. Mais je recommande au moins d'essayer la lecture, si ce n'est pas à acheter, à posséder. Vous aurez peut-être un ami fan de comics qui peut vous le prêter, une bibliothèque qu'il a dans ses réserves. Donc n'hésitez pas. Ouais, totalement. Comme je l'ai dit, moi, c'était le premier comics, enfin pas le premier, mais l'un des premiers comics Marvel que j'ai lu. Je suis devenu ce que je suis à cause de ce comics, donc je sais pas si c'est une bonne chose. Oh merde. Ok, alors ne le lisez pas. À vos risques et périls, pour moi, c'est vraiment un comics parfait pour débuter les comics Marvel, d'autant plus si vous avez cette Marvel fatigue dont on entend souvent parler sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Voilà, il y a vraiment ce vent de fraîcheur qui était efficace dans les années 2000 et qui, 20 ans après, l'est toujours à mes yeux. Au passage, j'adore la saison 2, je crois que je la préfère même à cette saison 1, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler dans Team Up, mais rassurez-vous, sauf si c'est pour déconner, on ne parlera pas de la saison 3 écrite par Jeff Lubb, parce que les suites n'existent pas, tout simplement. Et enfin, notons qu'il y a des actus autour de l'univers Ultimate. J'exagère un peu, mais le nouvel univers Absolute qui a débuté chez DC Comics en VO, peut le voir un peu dans l'esprit comme une sorte de nouvel univers Ultimate, mais pour DC Comics. Et chez Marvel, eh bien, l'univers Ultimate est de retour, vu qu'il a été rebooté en 2023 par Jonathan Hickman, et vous pouvez retrouver ça en librairie sous le nom d'Ultimate Universe. C'est un tout nouveau délire, on a notamment un Spider-Man père de famille, et je pense qu'on vous le recommande tous très chaudement. Messieurs, merci d'avoir participé à ce podcast. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Léo ? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver ? À plusieurs endroits. En premier lieu, sur Spotify, Apple Music, YouTube, sur mon podcast Centralcast. Alors, il n'y a pas eu d'épisode depuis janvier, mais... Je vais pas te juger. Il y en a un tout nouveau qui sort dans 2 jours au moment où on enregistre, donc ce sera déjà sorti normalement quand l'épisode sortira. Donc là-dessus, et sinon sur les réseaux principaux de l'émission, c'est-à-dire le Instagram centralcast.mp3 et le TikTok centralcast.wave. Excellent, excellent. Chris, où est-ce qu'on te retrouve ? Chris Tup sur tous les réseaux sociaux, hein, bien sûr, et puis sur Substack, où je continue de parler de comics qui ne vous intéressent pas, voilà.
Et pour ma part, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Wolf in Motion sur YouTube et aussi depuis peu sur TikTok avec la chaîne Wolf in Motion où je vous fais des petites critiques rapides de comics. Excellent TikTok. Merci. C'est sincère, ça vient du cœur. Ah, c'est très bien. J'ai pas encore vu, je vais m'abonner de ce pas. Ah, tu préfères quel TikTok, ceux de Léo ou de Wolf? Le mec qui fout la merde. Alors, non, franchement, j'ai été voir. Beaumasque m'avait dit qu'il faisait un podcast sur Spider-Man que je n'ai jamais écouté du coup. Et par contre, du coup, j'ai été voir les TikTok que j'ai trouvé très bien aussi. Ah bah c'est gentil, merci. C'est la vérité. Si c'était de la merde, je te le dirais. J'en doute pas et ça me fait plaisir aussi. Moi, j'adore t'écouter parler d'Ultimate Spider-Man parce que l'Ultimate Spider-Man de Hickman, du coup, le reboot, Bien sûr. je l'adore. Si on pouvait faire que des podcasts sur Ultimate Spider-Man tous les mois, ce serait le bonheur, quoi. Ouais, tout à fait. C'est toujours important d'encenser la nouvelle série Ultimate Spider-Man et de descendre l'ancienne, pardon. Moi, je tiens à rassurer Léo. Beaumasque, à chaque fois qu'il nous dit qu'une série est géniale, que c'est la meilleure de tous les temps, au bout de 2 ans, elle est morte. Un peu fixe. C'est vrai. Voire avant. Ah merde. Ouais, c'est vrai que j'attends toujours le tome 2 de The Fix, personnellement. Ou Sabrina. J'ai retrouvé le premier. L'autre jour en rangeant ma bibliothèque. Je fais, ah oui, j'ai toujours ça. Ouais. J'ai pas la suite. Bah profiter de Ultimate Spider-Man de Hickman parce que visiblement c'est bientôt fini. C'est prévu pour se finir dans 2 ans. Oui, en plus, ouais, je crois que ça va pas durer très longtemps. Voilà, Hickman, il me connaît, voilà, il savait que ça allait me plaire. Donc, Et moi, vous pouvez me retrouver dans la rue, mais ne me suivez pas, sinon je vous casse la gueule. Et sinon, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, Twitter, tout ça, Beaumasque, sur YouTube aussi. Et si tout se passe bien, j'ai sorti une vidéo sur le nouvel univers Ultimate, un bilan à froid sur toutes les séries qui sont sorties, savoir si ça vaut vraiment le coup de suivre tout ça. Et oui, je sors des vidéos, ça m'arrive. La vidéo de l'année. La vidéo de l'année, ouais. Et après, je prends une petite pause de 2 ans. Mais tu l'as pas sorti là encore? Non. Elle est encore en cours de montage. J'ai du retard. Tu t'avances un peu, je pense. Mais bon. Oui, elle sortira dans 3 semaines au pire. Après la diffusion de ce podcast, évidemment, qui sortira probablement en novembre. Pour Noël, écoutez, nouvel épisode pour Noël. Petit cadeau, c'est bien. Oh, c'est un comics de Noël en plus, là, c'est bien. Pas du tout. Rien à voir. Rien à voir, vraiment. Est-ce qu'on donne un indice pour le prochain épisode ou est-ce qu'on utilise notre joker? Excellent. Quel génie. Parce que je suis aussi comédien, voilà. Mais pas du tout. Multicasquette, quoi. C'est parfait. Bon, ça ne s'entendra pas dans l'épisode parce que je l'aurais monté, mais j'ai la voix qui est HS. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci. Ah oui, on va quand même faire la pub des réseaux. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager à tous vos amis et à vos pires ennemis. À laisser 5 étoiles un peu partout. On est sur toutes les applications de podcast. Spotify, YouTube Music, Deezer et iTunes. Et en fait, je connais pas les autres, donc on va s'arrêter là. C'est honnête. On se retrouve pour le prochain épisode dans 2 semaines. Merci messieurs de m'avoir accompagné pour cet épisode. Et à très bientôt. Salut. À plus tard. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou est-ce que je peux commencer à conclure ? Vous pouvez conclure de mon côté, mais ouais. Moi c'est bon aussi, je pense. Vas-y, conclue. Voilà, pardon. Excellente conclusion, Beaumas. Je vais mettre 5 étoiles. Non, mais c'est bien, on va pouvoir négocier un partenariat avec Strepsil, je pense. Pour les... On aurait dû faire la même tout le long de l'épisode. Alors là, le carnage. Excusez-moi, je vais juste aller prendre un verre d'eau. Bon, et sinon, rassurez-moi. Vous aussi, vous avez détesté Betty ?
Ça m'a fait penser un peu à Ashley dans The Boys, tu vois. Oh punaise, oui. Ouais, c'est vrai. Putain, ouais. C'est vraiment ce personnage où tu te dis waouh. Ah ouais, t'en es à ce point-là, quoi. Quoique Ashley, des fois, À chaque apparition, elle va... on a un peu des, tu sais, genre tu compatis un peu des fois. Là, sur la dernière saison, des fois tu te dis ah la pauvre. En même temps, tu te souviens qu'elle a fait pas mal de Ouais. merde. Tu fais ah tu l'as pas, Ouais, volé, tu exactement. l'as pas volé quoi. C'est genre tu te dis bah il fallait te rebeller plus tôt. Voilà, c'est tout. Et quel personnage? Ashley dans The Boys. Et on comparait à Betty. Ah, Bah, tu pourras nous réécouter pendant que tu feras le montage. Bah voilà, c'est ton petit bonus à toi, Beaumasque.